Effectivement, il y a une problématique matériaux, il y a une problématique de dépendance. Pour avoir étudié le règlement européen des matériaux critiques qui est sorti le 16 mars 2023, rapport de 150 pages, il n'y a pas une seule fois le mot réduction de la demande. C'est-à-dire que penser qu'on peut aller dans un monde où on consomme moins de métaux, c'est quelque chose qui est absolument intolérable, je pense, pour l'Union européenne, que ce soit Ursula von der Leyen dans son discours de l'Union en septembre 2022, quand elle nous parle de le lithium et les terres rares sont aussi importantes que le pétrole et le gaz, ça veut dire parce qu'on va en consommer plus. Et quand Thierry Breton, en mars 2023, nous dit le tungstène, c'est très important pour la guerre, ça veut dire parce qu'on va en consommer plus. C'est-à-dire que conceptuellement, on n'arrive absolument pas à se dire qu'on va réduire la consommation. Et là, quelque part, je vais aller sur les modélisateurs, c'est-à-dire ceux qui font les scénarios de transition bas carbone. Et vous avez parfaitement raison. Pourquoi la sobriété, elle ne rentre pas dans les discours politiques, notamment dans l'Union européenne? C'est que tout simplement, les scénarios sur lesquels sont basés, notamment la neutralité carbone, ce sont des scénarios où on considère, il y a deux variables qui sont ce qu'on appelle des variables de bouclage, c'est-à-dire, en gros, à la fin, vu qu'il reste des émissions dans le système, qu'est-ce qu'on fait? On va aller capter du CO2, et vous avez raison, on ne sait pas exactement où on va le mettre. Alors on va utiliser les anciens champs pétroliers et gaziers pour aller stocker du CO2 sans se poser la question de savoir si les gens sont d'accord, c'est-à-dire l'acceptation, on n'en parle même pas. Et puis la deuxième variable, c'est la sobriété. Alors on appelle ça changement de comportement parce que quelque part, changement de comportement, ça vous invite juste à changer, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, ni la somme des politiques qu'il va falloir mettre en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces deux variables-là, et notamment la sobriété, comme ce sont des variables de bouclage, quelque part, on ne va pas s'intéresser. Donc autant vous faire croire qu'en changeant d'une voiture thermique à une voiture électrique, vous allez amener du bien pour la planète, sûrement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est sûr. Chez vous, l'air sera plus sain, mais bien évidemment, dans les pays miniers, évidemment, on aura délocalisé la pollution, on n'aura absolument pas à réfléchir à nos consommations. Donc ça, c'est formidable. Ça nous permet de nous exonérer de quelque chose, c'est-à-dire ne regardez pas la transition en face, elle se fera chez les autres, notamment dans les pays miniers. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Pour illustrer un tout petit peu ce que vous avez dit, il y a aussi des fausses vérités quand on vous parle de transition bas carbone. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle, je vous prends un exemple très simple, l'éco-construction. Tout le monde vous dit, on va changer, on va construire en bois. Vous voyez. Alors, il y a peut-être des updates de la construction en bois, comme ça va éviter de consommer du ciment, du sable, du gypse, des granulats. Formidable. Mais si on ne réfléchit pas à la taille des logements et au nombre de logements, en gros, vous allez tout simplement faire un shift de la consommation en granulats, en gypse, en sable, à une augmentation de la consommation en bois. Vous voyez. La sobriété, ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de vivre dans des appartements qui font tant de mètres carrés? Est-ce qu'on ne peut pas réduire les surfaces? Est-ce qu'on ne peut pas vivre de manière conviviale autrement? Vous voyez, c'est ça la sobriété. Et là, on en est très très loin. Pareil, quand on vous parle d'éco-conception. Éco-conception, c'est quoi? C'est un petit peu comme la croissance verte, c'est-à-dire qu'on continue à consommer, mais on fait ça de manière éco-conception sans sobriété, ça n'a aucun intérêt non plus. Si vous ne faites pas de sobriété dans l'éco-conception, ça veut dire quoi? Vous allez avoir des effets rebonds. Tout le monde va acheter en fait des biens qui sont peut-être d'un point de vue matériaux un tout petit peu plus avec une demande réduite. Mais si tout le monde en achète, tout simplement, vous allez vous retrouver avec des consommations qui sont absolument gigantesques. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé, qui à mon sens est véritablement fondamental, c'est si aujourd'hui on a une crise des ressources, c'est parce qu'on a une crise des besoins. C'est-à-dire qu'il faut interroger les besoins. Et quand je dis pas interroger les besoins, ça veut dire que tout simplement, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nuisible. Et donc ça nous invite à faire quoi? Ça nous invite notamment à essayer d'imaginer une nouvelle forme de contrat social. C'est-à-dire comment on peut réfléchir aux besoins par rapport à une société donnée dans un contexte de limite planétaire. Et ça, c'est à mon sens fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas de la technologie, c'est de la sociologie, c'est de la norme. C'est-à-dire que comment arriver à faire à la fois que la norme du collectif soit ce que... il y a une personne qui s'appelle André Gorz parle de norme du suffisant. C'est-à-dire qu'est-ce qui me suffit dans un environnement donné pour que je puisse continuer à vivre sans
sans impacter, comment dire, la vie de mon voisin. Quelque part, Gandhi, quand il dit vivre simplement et pour permettre que les autres vivent, c'est exactement ça la sobriété. On vit simplement pour que les autres vivent. Il n'a pas parlé de respecter les limites planétaires, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, bien évidemment. Enfin, il y en avait déjà, mais en fait, on ne les connaissait pas, surtout. C'est ça, la sobriété. Et juste un dernier point, il y a eu un dessin formidable tout à l'heure, il n'y a plus de pétrole, mais il y a plein de métaux. Il y a plein de métaux, effectivement, il y a plein de métaux, mais ça veut dire qu'il y a plein de coûts environnementaux, tout simplement parce que plus on va aller chercher loin les métaux, moins ils sont concentrés, plus il faut d'énergie. Et donc ça veut dire que le retour énergétique, en fait, d'aller chercher des métaux pour que nous puissions rentrer en transition, c'est un coût environnemental quelque part. Et on le voit, pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe lorsqu'on parle de rouvrir des mines en France. Eh ben, on n'a pas envie que ça se passe, en tout cas, pas du côté de la région parisienne, hein, peut-être en région, mais en tout cas, pas si c'est loin de chez nous, c'est beaucoup mieux. Là, actuellement, ça fait à peu près déjà une quinzaine d'années que c'est de plus en plus difficile d'extraire des métaux, n'importe lesquels, hein, de récupérer des métaux. Ça fait déjà, voilà, en gros, ça fait une vingtaine d'années qu'on s'en rend véritablement compte. Aujourd'hui, les modèles, tout le monde maintenant s'est accordé dessus. On sait que plus le temps va avancer, plus les surfaces et les profondeurs d'exploitation vont augmenter, plus les teneurs diminuent et plus les minerais sont complexes à traiter pour récupérer les métaux ou le métal ou les métaux d'intérêt. Donc en fait, les tendances, elles sont exponentielles. Donc on sait que maintenant, pour récupérer la même quantité de métal qu'avant, ou qu'il y a par exemple 5 ou 10 ans, eh bien, on va avoir besoin de beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'énergie. Et donc du coup, vous avez des interdépendances gigantesques qui se sont créées. Parce que, comme disait Emmanuel, plus le temps va avancer, plus le temps avance, parce que là, on a déjà commencé. Il vous suffit d'interroger des ingénieurs miniers ou des industries minières, ils vous le disent tous, ils l'écrivent tous. Actuellement, on est en peine parce que c'est difficile pour nous d'exploiter, parce qu'on a des difficultés pour accéder à l'eau, on a des difficultés pour accéder à l'électricité, et on a des difficultés parce que les gisements sont plus compliqués à exploiter de façon générale. Donc vous avez une dépendance qui est en train de se construire, et parallèlement, on l'a dit tout à l'heure, plus le temps avance, et plus la seule solution qui est fournie, c'est effectivement le transfert dont vous parliez, c'est-à-dire il faut mettre tout ce qu'on faisait en fossile, hop, on le fait en métallique, quasiment. Donc plus le temps avance, plus on a une énergie qui est dépendante en métaux, et cette interdépendance, elle est insoutenable. Mais elle est insoutenable parce que le modèle de développement, il est insoutenable en fait. On ne peut pas avoir des taux de croissance comme ceux qu'on a vécu. Je parle principalement du domaine que je connais, c'est-à-dire le domaine métallique. Sur l'acier, vous êtes sur des croissances exponentielles depuis 1950. On n'a jamais autant produit qu'aujourd'hui. Quand vous avez des gens comme le chercheur Olivier Vidal qui vous dit que pendant les 35 années à venir, il a écrit ça en 2018, il va falloir produire autant de métal que tout ce que l'homme a produit depuis l'Antiquité, c'est complètement incompatible avec les discours que vous entendez en permanence, en fait. Donc, du point de vue métallique, la notion des besoins, elle est vraiment essentielle. Et quand j'en dis la notion des besoins, elle est essentielle, parce qu'en fait, vous avez toute la filière qui est concernée, depuis l'exploitation minière, c'est-à-dire dans quelles conditions on exploite. Effectivement, on parlait de délocalisation, alors, sachant que on pense souvent que la plupart de la mine se passe sur le continent africain, c'est faux, hein. Il y a des très grands pays miniers, la Russie, la Chine, le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'Indonésie, le Brésil, c'est très grands pays miniers. C'est eux qui vont déjà décider d'un certain nombre de choses et ils vont nous imposer leur choix aussi. Donc il y a déjà cet enjeu-là de dire où est-ce qu'on fera la mine, comment on va concevoir ces produits métalliques, sous réserve qu'on ait accès au métal, on est tous d'accord, et ça va pas être facile. Et ensuite, comment on gère la fin de vie du métal. On a parlé d'éco-conception, la situation de ce qu'on appelle la mine secondaire ou des produits en fin de vie, c'est catastrophique, quoi. C'est à l'image de tout ce qu'on fait. On prend, on fait, on jette. Et on fait ça tout le temps. Et donc, du coup, il y a effectivement la notion de sobriété métallique, en tous les cas, pour l'association que je représente, c'est une urgence absolue. Malheureusement, comme le disait Yamina, malheureusement, c'est nulle part, mais en fait, c'est terrible parce que c'est absolument essentiel de diminuer massivement la consommation de matières premières minérales, mais on aurait déjà dû le faire depuis très longtemps, avant même de parler de plans de transition qui allaient faire exploser la demande métallique, en fait.
Ça fait plus de 10 ans que des ONG comme la nôtre disent il faut diminuer la consommation de matières premières minérales. C'est la catastrophe. Il faut diminuer la consommation de matières premières minérales. Et on n'a pas été écouté. Et maintenant, on ose proposer des scénarios qui font exploser ce qui était déjà insoutenable. Donc le seul et unique moyen, pas pour nous sauver, hein, juste pour aller moins vite dans le mur, c'est de réduire massivement la quantité de métaux, de développer massivement tous les moyens possibles et imaginables pour garder ce métal le plus longtemps possible en utilisation. Et surtout, derrière, de faire en sorte de concevoir conséquemment en fonction des usages. Et c'est ce que disait Emmanuel. C'est-à-dire qu'en fait, tout est conçu, si vous voulez, en considérant que le métal, il est disponible et qu'on peut en mettre partout tout le temps, alors qu'il y a des endroits, ou en tous les cas des usages, où même, le métal n'est même pas nécessaire. Voyez ? Donc il y a tout un impensé aussi dans la conception et l'usage qu'on fait des matières premières métalliques. On considère que c'est comme du consommable. On prend, on jette, et puis on verra bien ce qui se passe derrière. C'est très, très précieux. Malheureusement, jusqu'alors, on n'a fait que le gaspiller, quoi.